Merci tout d'abord pour votre présence, ce soir pour notre conférence, sur nos voyages, au Népal. Je me présente, rapidement parce que j'ai pas encore eu le la chance de le faire. Donc, moi, c'est Ophélie, je travaille pour, Caravanier, depuis maintenant presque 8 ans. Alors, je suis responsable de nos destinations, en Himalaya et en Afrique. J'ai eu la chance de guider et de voyager, entre autres, au Népal. Donc, j'y suis allée, tout récemment, pour guider justement le voyage dans la vallée de Tamé et en profiter pour faire un petit saut dans la vallée de Tsum. Donc les 2 voyages qui font partie aussi de la présentation ce soir. Alors, il va me faire plaisir de vous partager, les voyages, en images que j'ai rapportés de ce printemps. Hop, je vais juste aller petite présentation rapide pour vous situer, un petit peu, l'Himalaya. Donc l'Himalaya, on parle vraiment une grande chaîne de montagnes, la plus haute, chaîne de montagnes qu'on retrouve dans le monde. Elle s'étend sur à peu près 2 400 kilomètres et elle traverse, 5 pays, entre autres le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan et la Chine, et le Tibet là, qui fait partie donc de la Chine aujourd'hui. Et ce qui fait que la façon dont ça s'est créé, on peut dire que ça fait à peu près, en gros, à la louche, 50 millions d'années. Disons que c'est, la formation, ou plutôt la collision entre 2 plaques tectoniques. Donc, on peut quasiment dire que l'Himalaya a pris naissance, entre autres en Afrique du Sud, parce que c'est comme une grosse plaque qui a dérivé d'Afrique pour venir percuter, le continent, indien et donc former, ces grandes, et belles montagnes, qui, ne font que bouger encore aujourd'hui, puis, même encore un petit peu grandir, même si on parle de millimètres, par année, mais ça reste toujours en mouvement. Donc ce soir, je vais surtout vous parler de nos voyages, au Népal, en Himalaya, donc au Népal. On en a d'autres qu'on a offerts aussi, en Inde, puis qu'on offre, toujours, entre autres aux Zanskar en Himalaya, indien. Mais ce soir, je vais vraiment me concentrer, sur le Népal. On a plusieurs voyages, qu'on offre. On a entre autres, le 1er voyage dont je vais vous parler, il y a l'Everest par la vallée de Tamé, par le pays Sherpa et la vallée de Tamé. Ensuite, on a un petit nouveau cette année qui est la vallée de Tsum, que je vous présente ensuite. Et je vais terminer avec la présentation du voyage, la traversée du Kanchenjunga au Makalu en passant par le fameux col du Lumba Sumba. Le Merapic, c'est un voyage aussi emblématique chez Caravanier qu'on propose depuis longtemps, qui est donc l'ascension de cette belle montagne. Je vais pas vous présenter, cette, montagne-là, ce voyage en particulier ce soir parce qu'il fait vraiment partie d'une autre conférence que, mon collègue François Xavier a présentée, il y a déjà quelque temps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les conférences, puis cette conférence-là sur les 7 plus belles, sur notre chaîne, YouTube et donc ça présentait entre autres, les nos projets d'ascension et d'alpinisme et le Merapic en faisait partie. Donc François Xavier qui connaît bien la montagne, elle l'a déjà présenté, sur une autre conférence. Donc moi, je vais vraiment me concentrer sur nos voyages de trek. Ensuite, je vous situerai rapidement à Katmandou, Bhaktapur parce que, ça va être notre point d'arrivée et de départ pour tous nos voyages. Alors voilà pour les trois grands, voyages, les 3 grands, circuits qu'on offre, pour le Népal. On a, en tout cas chez Caravanier, une grande expérience du Népal. Caravanier a été fondé en 98, puis on y va quasiment depuis nos tout débuts, au Népal, ce qui fait qu'on a un lien quand même, très particulier avec cette destination-là. Un lien très fort aussi avec notre équipe locale, avec qui en fait, c'est la même avec qui on travaille, depuis 25 ans maintenant. On a des petits nouveaux aussi qui rentrent dans la gang là, dans l'équipe locale, ce qui nous permet aussi d'agrandir, ou peut-être, de peaufiner aussi, l'offre qu'on peut proposer. Donc on s'est beaucoup amusé, on a déjà proposé, énormément de régions, mais on prend toujours plaisir à peaufiner. C'est vraiment une région qui change, qui bouge. Il y a énormément de développement en Népal, ce qui nous oblige aussi, nous, à constamment aller sur le terrain, hem et vraiment à, évaluer, nos itinéraires, les modeler, les modifier, bref, puis à s'amuser, à proposer des petites nouveautés, quand on découvre ou quand on a vraiment le goût d'aller découvrir une nouvelle région. Donc c'est pas mal ce qu'on a fait cette année. J'ai vraiment travaillé fort justement à essayer
de remodeler un petit peu notre offre, nos itinéraires et donc là, on a des voyages en groupe réguliers. Je vais pas beh, je j'ai pas de temps, à vous en parler ce soir aussi, mais ça fera aussi l'objet d'une autre, prochaine conférence, mais on a les voyages en liberté qui s'en viennent et le Népal fait aussi partie des destinations qui se font très bien en formule, liberté. Puis liberté, on parle de liberté, mais guidée, avec des guides locaux francophones. Donc ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus, un peu plus tard en fin de conférence. Là, les voyages dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout des voyages qui sont guidés en groupe et on parle de groupes de, entre 6 à 12 personnes en général, donc on reste des petits groupes et guidés parce que c'est guidé soit par un guide caravanier qui part d'ici, du Québec francophone, accompagné, soutenu par toute une équipe locale, donc la même avec qui on travaille depuis longtemps. Et on pour certains voyages comme la vallée de Tsum qui vont être guidés par des guides, népalais, sherpas francophones qui accompagnent et qui vous accueillent directement à destination. Donc, je vous en dis plus, plus de détails, au fur et à mesure. Tous nos voyages au Népal ont un petit peu la même logique. Puis ça va vraiment rejoindre un petit peu, le je dirais notre philosophie ou notre petite touche, caravanier qu'on aime mettre dans plusieurs de nos destinations. Dans le fond, c'est, surtout, l'arrivée. Parce que l'arrivée, Katmandou, c'est vraiment une ville là, je veux dire, qui bouge énormément, qui peut être même parfois un peu confrontante. C'est sûr qu'on c'est un grand dépaysement quand on arrive dans cette ville-là. On se la garde, pour la fin, puis on préfère arriver un peu plus en douceur. Puis pour ça, Bhaktapur, c'est franchement magnifique. Je précise aussi rapidement, c'est vrai, je vous ai pas mis de carte ou si, je pense que j'ai une carte qui va venir, un petit peu plus tard. Hem La vallée de Katmandou est vraiment incroyable parce que c'est une vallée occupée par les Newars, les Newaris, donc essentiellement, hindouistes, grande majoritairement, hindouistes, mais ils ont vraiment un style aussi architectural qui est, unique dans la vallée. Et ce qui fait que ça a vraiment créé il y a plusieurs royaumes aussi. Il y avait 3 grands royaumes, dans la vallée de Katmandou. Katmandou, Patan et Bhaktapur, qui se sont fait la guerre, qui se sont alliés à plusieurs époques, ce qui a donné lieu et place à vraiment de grands et beaux monuments, plusieurs palais royaux, énormément de temples. Bref, ça fait vraiment des très beaux points et Bhaktapur donc est l'une des anciennes villes, royales. Très, très belle ville. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Bhaktapur parce que c'est beaucoup plus petit que Katmandou. Beaucoup plus calme, mais très, très charmant. Tout se fait très bien à pied, donc on arrive, on se dépose à Bhaktapur, on a de ce genre de temple, assez spectaculaire qu'on peut croiser partout. Je vous disais que l'architecture est franchement unique dans la vallée. Les Newaris sont très réputés pour, justement la sculpture, le bois et cetera, la poterie, ce qui donne vraiment naissance à des temples, assez travaillés, des portes, des fenêtres, vraiment, spectaculaires. Là, on a le Nyatapola, l'un des plus hauts temples qu'on retrouve, au Népal, qui a résisté à plusieurs tremblements de terre, dont celui de 2015, donc il est toujours là et ce qui fait que voilà, Bhaktapur, c'est très, très chouette, de s'y balader. Je En tout cas, je peux que conseiller aux gens, surtout quand on arrive avec le décalage horaire là, c'est de se réveiller tôt. Allez-y, aux premières lueurs du jour, puis il y a toute une animation, une activité parce qu'encore une fois dans ces villes-là, ce qui est fascinant, c'est que comme je disais, c'est une grande majorité, hindouiste. Sauf que, ça fait, plus de 2000 ans, 2 500 ans que autant les bouddhistes et les hindouistes, cohabitent. C'est 2 religions qui ont toujours cohabité, au point de même s'entremêler. Ce qui fait qu'il y a des temples qui peuvent être, vénérés autant par des hindous que par des, bouddhistes. Alors c'est très vivant, c'est très animé, à toute heure de la journée et c'est très, ouais, très, très agréable. Au retour, on se garde Katmandou. Donc, après le trek, là, on va vraiment, dans la grande Katmandou, puis on va aller, au cœur de Thamel, qui est en général le quartier, un peu touristique où on peut vraiment aller, justement profiter de toutes les petites boutiques pour aller, s'acheter nos petits souvenirs avant de repartir. Il y a aussi des très beaux temples à Katmandou, le Swayambhu de Nath, entre autres, un des plus grands stupas qu'on peut retrouver, bref, qui est encore une fois avec plusieurs temples, hindous également, donc ça reste, une très belle visite. Il y a une très bons restaurants aussi, donc on retrouve tout le confort, quand on est, aussi à Bhaktapur, autant à Katmandou à la fin. Donc voilà pour nos arrivées, et nos départs sur, tous nos voyages.
Un petit mot rapidement parce qu'au Népal, il y a énormément d'ethnies. Souvent, on va parler des Sherpas. Puis, à défaut aussi, on va parler des Sherpas comme des porteurs. Souvent, quand on part même au Kilimandjaro, j'entends beaucoup de voyageurs, qui parlent de leurs Sherpas, en parlant des porteurs. Mais il faut savoir avant tout que les Sherpas sont une ethnie. C'est le nom de l'ethnie. Sherpa veut dire homme de l'Est. Donc ce sont des migrants, en fait, qui sont arrivés du Tibet il y a à peu près 500 ans, de l'Est du Tibet, puis qui se sont installés ensuite sur les hauteurs, dans les montagnes, à la frontière. Bah, on voit là, par exemple, sur la carte en bleu clair, là, c'est vraiment la population Sherpa qui est principalement, vraiment collée à la frontière tibétaine la plupart du temps. Mais il y a énormément d'autres, ethnies aussi qui sont représentées au Népal, les Tamang, les Gurung, les Newar, comme je disais, là, dans la région de Katmandou à quelques endroits, les Rai. Bref, ils sont vraiment nombreux avec tous des dialectes différents. Même les Sherpas peuvent avoir, des variantes de dialectes en fonction des régions. Donc, c'est très, très intéressant. C'est vrai que la plupart de toutes nos équipes locales sont d'origine Sherpa, beaucoup de Tamang aussi. Les guides aussi, souvent, sont Sherpas. Si les Sherpas ont cette réputation, de porteurs, puis, d'hommes, très forts et solides, c'est mérité, puis, c'est le cas parce que justement ils vivent dans les villages d'altitude. Ils ont toujours eu l'habitude de se déplacer énormément à pied de village en village parce qu'il y avait pas nécessairement en fait, il y avait pas de route avant qui reliait les villages entre eux, ce qui leur a vraiment permis de développer une grande capacité d'adaptation à l'altitude et une grande force, physique. Donc il y a une part de génétique là-dedans qui fait qu'aujourd'hui, les Sherpas, sont très, très représentés dans toutes les grandes expéditions d'alpinisme, un peu partout, ou les treks, bref, les voyages en altitude. Effectivement, c'est souvent une grande majorité de Sherpas, mais les autres ethnies sont aussi représentées. Puis dans nos équipes, je dirais qu'on a plusieurs ethnies qui peuvent être aussi représentées, pas que des Sherpas, même s'ils sont souvent majoritaires. Alors, dans les voyages qu'on propose chez Caravanier, on va vraiment être en contact, plusieurs, ethnies, plusieurs villages différents. Puis c'est ça qui est vraiment le fun, c'est que ça nous permet, même si on est dans une région majoritairement Sherpa, parfois on a des petits villages rails qu'on va traverser. Quand on est dans la vallée de Tsum, c'est principalement des Tsumpas d'origine, Gurung. Bref, c'est vraiment, hyper varié. Alors, j'y vais avec le premier voyage, qui est donc l'Everest par le pays Sherpa et la vallée de Tamé. Donc c'est un voyage, je dirais qui s'inscrit dans nos grands classiques maintenant, même on prend toujours plaisir encore, comme je le disais tout à l'heure, à le retravailler, à le peaufiner. Il y a toujours quelque chose qu'on aime un peu, faire différemment, une expérience qu'on a envie de vivre parce que, c'était pas possible la dernière fois. Donc à chaque fois, on a toujours notre couleur, sur ce voyage, mais je trouve qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir quelque chose qui est assez signature là. J'aime bien parler de voyage signature, puis celui-là, je dirais que c'est une belle signature de Caravanier. C'est un voyage qui est guidé par un guide, d'ici francophone, qui part du Québec, mais comme je disais, on a toujours une grande, grande équipe, de soutien sur place, ce qui fait que ça reste un voyage, haut en couleurs. Il est, relativement long ce voyage. On parle de 27 jours de Montréal à Montréal. Pour tous les détails, après, je vous invite vraiment à aller regarder sur notre site internet et télécharger les carnets descriptifs parce que je vais pas revenir vraiment sur les jours par jour. L'idée, c'est vraiment de vous donner, l'esprit, du voyage. Mais sinon, ça va être, vraiment de regarder, plus sur le site si vous voulez vraiment des détails ou alors, en fait, appelez-moi, appelez-nous au bureau, puis ça me fera vraiment plaisir d'en discuter ou venez nous voir, bref, la porte est ouverte. Donc l'Everest, par la vallée de Tamé, en fait, c'est un voyage, même chose, qu'on a longtemps, peaufiné. Puis là, je suis en train de me dire que ma petite carte, elle va venir plus tard pour vous en parler. Ce qui fait que, c'est comme une très, très belle alternative et c'est même plus qu'une alternative à mon sens au fameux, camp de base de l'Everest qui est devenu ultra populaire, ultra fréquenté depuis plusieurs années maintenant. Puis ça fait maintenant une couple d'années qu'on n'y va plus, qu'on propose plus tout simplement parce qu'on n'y prenait plus de plaisir, de par le monde, qu'on pouvait y trouver. Alors, c'est venu la volonté vraiment d'aller chercher toujours dans cette même région, parce qu'il y a quelque chose de fort, d'historique, il y a vraiment un lien qui se fait. Une grande majorité de notre équipe locale vraiment sont originaires des vallées, de cette région. Donc on avait vraiment le goût de garder, de conserver quelque chose, un itinéraire là-bas.
Est venue justement l'idée de jumeler, plusieurs vallées, faire comme une sorte de grande boucle dans ces vallées-là, sans rejoindre le camp de base de l'Everest, mais en offrant des vues, tout aussi spectaculaires, voire plus, et avec une grande variété de paysages. Là, comme on le voit, en fait, là, c'est la première partie de notre voyage, parce que je dirais qu'il y a 3 grandes parties dans ce voyage-là. C'est quand même un long voyage. Comme je le disais, 27 jours, on parle de 18-19 jours de marche au total, donc quand même, un niveau assez exigeant. Mais à mon sens, c'est honnêtement le plus complet, le plus varié. Je vais j ouais, j'ai vraiment un énorme coup de cœur et je prends toujours beaucoup de plaisir à y aller parce que, il permet vraiment de donner, une bonne idée en fait de plusieurs ambiances qu'on retrouve au Népal. Donc quand on cherche un 1er voyage au Népal et qu'on est quand même en bonne forme et cetera, je trouve que celui-là, il est vraiment génial. Parce que donc on commence dans le pays Sherpa, qui est en fait la vallée du Solukhumbu, qui est en fait un petit peu plus au sud, du parc national de Sagarmatha, donc on va retrouver l'Everest un petit peu plus tard. Et cette vallée-là, elle est plus basse en altitude, ce qui fait que pendant à peu près une semaine, on va marcher entre 2 000 et 3 000 mètres d'altitude. Donc premièrement, ce qui est parfait pour notre acclimatation, parce que c'est très, très progressif. Et deuxièmement, c'est vraiment très beau parce qu'on est dans des paysages très verdoyants, très luxuriants, parfois dans des forêts un peu subtropicales. Là, on voit des bananiers, puis au loin, on peut voir des sommets enneigés déjà de 6 000, 7 000 mètres. Donc, les collines sont quand même des belles collines. Là, quand on parle des collines du Solou, c'est quand même des collines à 5 000, 6 000 ou 7 000 mètres. Alors les montagnes, on les voit déjà, même si, l'approche est très progressive. Disons que la première semaine, on n'est pas là pour voir vraiment les montagnes, on est là pour sentir l'ambiance des villages. Il y a un côté, très agricole, on voit beaucoup de gens travailler, on passe par plusieurs ethnies justement, on voit des villages Sherpas, on voit des villages Rai par exemple, comme ici, donc c'est très varié et il y a quand même un contact, je trouve, avec la population locale qui est quand même assez privilégiée. Parce que comme je disais, dans le pays Sherpa, on a plusieurs de nos guides qui sont originaires ou qui y vivent encore en fait, qui ont leur famille là-bas. Donc ça nous donne la chance de vraiment s'arrêter, d'aller, prendre le thé ou d'aller visiter, bref et puis d'avoir un contact, très, très amical. Là, je m'arrête 2 minutes sur cette photo parce que ça, c'est la photo de l'école à Akang, où on a l'habitude d'aller depuis maintenant de nombreuses années. Parce qu'en fait, j'en ai pas encore parlé, mais on a un lien privilégié avec le Népal, entre autres aussi grâce à Babou Shiri Sherpa, qui est un grand alpiniste de renommée, qui est malheureusement décédé en 2001, mais qui avait battu plusieurs records avant sa mort, de d'ascension de l'Everest, des records aussi de temps passé, au sommet sans oxygène. Bref, je on a une belle histoire à son sujet aussi sur notre site et au bureau et qu'on vous raconte aussi sur place évidemment, mais tout ça pour dire qu'il a fondé, une association, puis il était très impliqué justement dans ces villages dans lesquels il a grandi et il y a une école qui a été, construite, grâce justement à la fondation de Babou Shiri Sherpa avec laquelle on a toujours été partenaire. Donc aujourd'hui, cette école existe toujours. Dans l'itinéraire, on va dormir dans la cour de l'école, donc on a toujours un lien, très fort, ce qui fait, vraiment cette belle, diversité, dans le voyage. Donc là, on le voit, 1re semaine, on est vraiment, dans la forêt, ça monte, ça descend là. Si vous cherchez quelque chose de plat en Himalaya, c'est pas le bon voyage pour vous parce que puis ça vaut pour tous nos voyages. Tous nos voyages en Himalaya, faut s'attendre à avoir des bons dénivelés. L'altitude n'est pas un facteur pour cette 1re semaine parce que comme je disais, on y va très progressif, mais on a quand même des bons dénivelés quotidiens, des sentiers panoramiques aussi comme ceux-là, bref, ça reste très, très, très agréable. Un petit mot aussi sur la formule, puis, je pense que je vais y revenir aussi un peu. J'ai d'autres photos, dans mes souvenirs, mais sur la formule, du voyage. Sur ce voyage, on va dormir en lodge la grande majorité du temps et aussi en fait, la grande majorité, oui non, c'est pas vrai. On dort autant en lodge qu'en camping. Je dirais que c'est, 50-50. On dort souvent, dans la cour de lodge en camping, en tente, parce que, il y a certains petits lodges où, bon, le confort est peut-être vraiment très sommaire et honnêtement, on préfère souvent avoir le confort d'une tente plutôt que de dormir dans un lodge, moins confortable. Ce qui fait qu'on profite de la cour des lodges très souvent, mais on profite surtout, en fait, le soir, de la chaleur du poêle, de la salle à manger pour pouvoir se réchauffer, puis prendre nos repas, puis ensuite de trouver le confort de nos tentes. Ça, c'est une formule qu'on aime bien, mais on a aussi des petits lodges très sympathiques,
qui sont vraiment, tout au long de l'itinéraire, dans lesquels vraiment on va dormir aussi et qui nous permettent aussi, bah, de retrouver une part de confort donc on alterne beaucoup entre lodge et camping sur ce voyage et je trouve que c'est vraiment le meilleur des 2 mondes. Encore une fois, au printemps dernier, j c'est souvent un commentaire qui a été souligné de la part des voyageurs qui aimaient vraiment beaucoup, beaucoup cette formule-là d'avoir, la possibilité de dormir en tente, et autant qu'en lodge. Donc, quelques photos, de l'itinéraire passé, comme on peut voir là, il y a énormément d'agriculture, beaucoup de champs en terrasse, on voit vraiment les gens travailler, c'est très chouette. Les fameux ponts au Népal, on en croise souvent. Parfois, on peut se faire l'idée de vieux ponts en bois qui tiennent pas, c'est pas le cas là, à part dans des régions peut-être très, très, très reculées où il en existe encore. Mais sinon, là, en tout cas dans l'itinéraire, dans lequel on va, c'est toujours quand même des beaux ponts, très solides, donc pas d'inquiétude avec ça, mais on en a quand même des très beaux et très spectaculaires à passer, plusieurs fois, dans nos voyages. Donc ça crée toujours des beaux moments, puis des belles photos au passage. L'autre chose que j'adore du pays Sherpa dans cette première semaine-là, bah, c'est, justement le volet, culturel pour comprendre aussi le bouddhisme tibétain qui est, majoritaire dans cette région du pays. Donc, comme je disais, on arrive à Bhaktapur au début, là, on est dans un univers, majoritairement hindou, et ensuite on arrive au pays Sherpa et là, on change complètement d'univers, on est dans le bouddhisme tibétain complètement. Alors c'est des temples, c'est des stupas, c'est des monastères. C'est vraiment, une couleur, unique et pour ça, on va en visiter plusieurs, les monastères. On va assister aussi à des cérémonies. Ça crée toujours aussi des moments, je trouve, très, très spéciaux, très uniques, toujours très forts et ça nous permet vraiment de mieux comprendre aussi, une culture qui est très, très forte, une identité très forte et très, très présente dans cette région, du pays. Donc ça fait partie, de toutes les petites expériences qu'on va vivre aussi sur la première semaine de trek. Alors voilà, là j'arrive, à ma petite carte juste pour, vous resituer parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire au début. Le pays Sherpa, on était, un petit peu plus en dessous de on est ah oui, donc là, c'est là. On était par là. Ensuite, on va aller reprendre, le chemin tranquillement, puis on va monter jusqu'à Namché. Namche Bazar qui est quand même très, très réputé à 3 500 mètres d'altitude, environ. Là, on va s'y déposer un petit peu, on va rester 2 nuits, le temps de pouvoir vraiment s'acclimater à cette altitude. On a un super musée à voir à Namché, que j'aime beaucoup, des belles balades aussi à faire dans les, villages, sherpas, qui sont sur les hauteurs de Namché et ensuite on va aller en bifurque pour aller prendre la vallée de Tamé. Et ça, c'est honnêtement, en tout cas, encore aujourd'hui, c'est une vallée qu'on peut vraiment considérer comme très peu fréquentée. La plupart du monde on les voit, hein, de toute façon, à Namché, c'est assez, flagrant. On voit, on voit le changement de chemin entre ceux qui partent dans la vallée de Tamé, donc très peu de monde pour ainsi dire, vraiment très, très peu de monde, versus ceux qui partent vers le camp de base de l'Everest, où là, c'est vraiment un train sans fin de randonneurs. Donc on est bien content d'aller, de ce côté-là. La vallée de Tamé, je pense qu'elle a ouvert maintenant, il y a au moins une quinzaine, si ce n'est plus, d'années, donc c'est pas non plus nouveau. Mais dans l'histoire, en tout cas, du développement touristique, ça reste relativement récent. Ce qui fait qu'il y a peut-être un petit peu moins d'offres, de lodge, et cetera et donc ce qui fait qu'elle est moins fréquentée, moins populaire. Mais pourtant, elle est tout aussi belle, tout aussi spectaculaire que le reste et on se sent vraiment beaucoup plus isolé. Tamé, ce qui va nous permettre ensuite d'aller rejoindre le col du Renjo à 5 400 mètres pour redescendre dans la vallée de Gokyo et ensuite redescendre, en direction de Namché et on repart, de Lukla pour la fin du voyage. Donc, la vallée de Tamé, comme je disais, là, on va y passer encore une fois, c'est notre deuxième étape, je dirais, de trek. On monte progressivement en altitude. Là, on arrive dans des altitudes, entre, disons entre 3 500-3 008 jusqu'à notre point culminant qui est le col du Renjo, parce qu'après ça, on tombe dans la vallée glaciaire de Gokyo et la même chose, on va être, plus en camping dans la vallée de Tamé. On apprécie vraiment parce qu'en général, on a des super beaux points de vue. Comme je le disais aussi, on profite des lodges pour se réchauffer, pour manger, puis c'est toujours aussi très, très, très appréciable.
Là, on commence à enfin avoir des vrais points de vue sur l'Everest, le Lhotse, le Makalu, tous les sommets, de 8 000 mètres, et plus qui s'offrent à nous, à partir de là. Donc, c'est vraiment assez spectaculaire, mais surtout à Namché, je dirais, parce qu'après Tamé, étant donné qu'on est dans une vallée parallèle, on est toujours avec les sommets de 7 000, mais dès qu'on passe le col du Renjo, là, c'est une vue magnifique. Donc, je passe un petit peu les photos. Donc Vallée de Tamé, on va y rester plusieurs jours, le temps de vraiment monter progressivement. Ce qui fait que là, les dénivelés sont peut-être un petit peu moins exigeants que dans le pays Sherpa, mais on monte en altitude. Donc, il y a quand même, disons que le niveau de difficulté, est semblable. On passe aussi par les petits villages de Koundé, Koumdjoung qui sont franchement, je trouve comme on voit ici là, qui sont très, très uniques là. Il y a vraiment une architecture particulière, des petits villages de pierre. Aussi, on change d'environnement, de biodiversité, d'écosystème, parce qu'on est vraiment là, il y a de moins en moins d'arbres, en tout cas, ils se font de plus en plus petits, la végétation n'est plus la même du tout. Alors, c'est aussi très intéressant de changer d'environnement à ce moment-là. Là, on voit la Madablam au loin qui est, clairement une des plus belles montagnes qu'on peut retrouver dans la région. Toujours des stupas, des monastères, dont le monastère de Tamé qu'on va visiter, qui est en hauteur, vraiment imbriqué dans la roche, qui est, franchement très, très, très joli. Donc, tout ça, là, on le voit justement, le monastère de Tamé. Donc on voit, encore une fois, on va longer pour aller ensuite s'enfoncer un petit peu plus loin dans la vallée. Et on va aller passer, la nuit en fait, on a 2 nuits, dans cet itinéraire, on va être en complète autonomie. Donc ces nuits-là, on va dormir vraiment, en grâce à notre équipe de porteurs et de soutien. On va avoir, nos tentes, la tente, mess, pour les repas et cetera. Puis c'est vraiment un feeling, moi, que je pense que c'est un des moments forts, je trouve. On se sent entouré des montagnes, complètement isolé avec juste les petits carcans, là, les sortes de petits enclos pour les yaks. On est au contact justement des yaks, des fermiers qui s'en occupent, ou des éleveurs de yaks. C'est vraiment, moi je trouve ça, en tout cas ça donne vraiment une dimension particulière au voyage. Il fait plus froid, on ressent l'altitude, bref, il y a quand même vraiment ce petit feeling d'expédition qu'on retrouve quand même vraiment, très fort à ces moments-là. Là, par exemple, typiquement, le campement qu'on installe où on est en complète autonomie, là, on est au pied du col du Renjo. En fait, il est juste en arrière là, le col. Ce qui fait que, c'est très, très spectaculaire. On dort, quand même plusieurs nuits, à 4 000 entre 4 900 et 5 000, donc ça reste, relativement haut, en altitude. Mais comme je disais, étant donné qu'on y va très progressivement, on passe souvent aussi 2 nuits au même endroit ces journées-là ou ces journées précédentes, ce qui aide aussi énormément dans notre acclimatation, évidemment. Ensuite, le fameux col du Renjo, le Renjola à 5 400 mètres qu'on va monter. C'est une grosse journée, certainement une des journées les plus exigeantes du voyage et c'est normal puisque l'altitude commence à rentrer dedans, la fatigue aussi. Faut dire que c'est quand même une bonne ascension avec quand même un bon dénivelé cette journée, donc s'attendre à des journées, une journée plus costaud, que les autres. Mais c'est normal, mais en même temps, on est, vraiment bien récompensé quand on arrive en haut. Là, comme je le disais, on va avoir, l'Everest, le Lhotse, le Makalu, le Cho-Oyu. Ils sont tous là, tous, presque, quelques-uns en tout cas, de plus de 8 000 mètres avec le, 3e lac de Gokyo et le petit village de Gokyo en contrebas qu'on va aller rejoindre, pour la nuit. Donc c'est très, ouais, en tout cas, à mon sens, c'est clairement une des plus belles vues qu'on puisse retrouver dans la région. On a une redescente avant de rejoindre, donc là, c'est le 3e lac, le lac turquoise, lac, glaciaire qu'on voit, mais ensuite, on va aller, se permettre de rejoindre le 4e et 5e lac de Gokyo qui sont un petit peu plus loin. On s'enfonce un peu plus, au nord dans la vallée, vraiment à la frontière. On est peut-être à 10 kilomètres du Tibet et du Choyu, entre autres. On est vraiment, près de son camp de base. C'est lunaire, il y a rien là-bas. Il y a très peu de monde qui se rend jusque là-bas parce qu'il y a pas de lodge, il y a rien. Ce qui fait qu'encore une fois, on va être en campement, en autonomie complète. Ça donne une autre dimension au voyage à mon sens. Là, on va dormir à 5 000 mètres et c'est très, très beau. On est aussi, juste à côté, en fait, on est entre le cinquième lac et le glacier du Ngozumbatso, qui est un des plus grands glaciers qu'on retrouve en Himalaya. Et c'est franchement, comme je le dis, c'est très spectaculaire. Donc une petite idée du campement qu'on retrouve, quand on est là-haut.
Il peut évidemment, neiger dépendamment de la période. Rapidement, pour la période, au Népal, on a 2 belles périodes pour y aller. Ça va être au printemps et à l'automne. Nos voyages, on les, propose souvent en mars-avril et ensuite en octobre-novembre. Ces 2 périodes-là sont franchement très sympathiques et on évite justement la saison des pluies. Là, c'est le genre de déjeuner qu'on peut avoir, le matin au grand air, toujours aussi très, 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 très chouette. On entame ensuite, notre descente, tranquillement, en direction, de Lukla. Donc, une fois qu'on a passé notre troisième étape dans la vallée, de Gokyo, donc avec les lacs et cetera, on descend, direction Lukla où là, on repart, en avion ou en hélicoptère, en direction de Katmandou. Donc, pour terminer, ce trek. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai pas parlé de notre arrivée pour rejoindre le trek, parce que c'est vrai qu'au retour, on prend soit l'avion ou l'hélicoptère, mais à l'aller, en fait, on y va vraiment, on y va en jeep, en auto, parce qu'on a vraiment privilégié ce moyen-là pour rejoindre le trek, plutôt que de prendre l'avion directement, en allant à Lukla. On se dit que vraiment en y allant en auto, on y va vraiment progressivement aussi. Ça nous permet d'avoir une première immersion, de voir vraiment l'évolution des paysages parce qu'on part parfois à 500 mètres d'altitude, là, il peut faire vraiment chaud aussi. On monte progressivement, c'est vraiment une journée, une grosse journée d'approche, pour aller rejoindre le pays Sherpa et en même temps, c'est aussi très sécurisant pour notre itinéraire parce que souvent en Himalaya, il y a de grandes variations météo et parfois de l'incapacité à pouvoir voler à cause, d'imprévus météo. Ce qui fait qu'il y a souvent des annulations de vol ou des retards de vol. C'est pas rare que des voyageurs soient restés bloqués à de 2, 3, 4 jours à Katmandou et donc ça, évidemment, ça a un impact ensuite sur le trek. Donc on privilégie l'auto à l'aller, comme ça on se garantit aussi qu'on manque pas de jours et au retour, on termine par un vol, spectaculaire et plus rapide pour rejoindre, Katmandou. Alors, voilà et c'est ce qui, me permet de conclure, le voyage de l'Everest par le pays Sherpa et la vallée de Tamé. J'enchaîne avec la vallée de Tsum qui est notre, 2e voyage. Donc rapidement, juste pour vous resituer, le premier voyage dont je vous ai parlé, c'est un niveau 4 qu'on considère, de voyage exigeant de par sa longueur, la durée du trek, l'altitude aussi, étant donné qu'on va quand même monter jusqu'à 5 400 mètres. La vallée de Tsum, on va être dans un niveau un petit peu moins exigeant. On est dans un niveau soutenu, qu'on catégorise de niveau 3. En sachant qu'on a 5 niveaux, qu'on on a 5 niveaux catégorisés chez Caravanier. Donc la vallée de Soum, ça va être le voyage le plus accessible, disons, en termes de niveau qu'on va offrir. Donc, pour un premier voyage aussi, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr physiquement d'avoir les capacités ou si vous avez un petit peu peur avec l'altitude, c'est le voyage parfait pour ça. Parce qu'on y va très progressivement aussi. Il est un petit peu plus court. Là, on parle d'un voyage de 22 jours, 12-13 jours de marche sur celui-ci, donc plus raisonnable aussi, au niveau de la marche et au niveau de l'altitude aussi, parce qu'on va aller à un maximum de, 4 200 mètres à peu près. Donc ça reste, très, très raisonnable et comme je vais vous le présenter, on va vraiment y aller, très, très progressivement sur l'itinéraire. Donc très bon premier voyage, qui, comme 1re approche, disons. Ou même en fait, vous allez comprendre vite si vous allez un jour au Népal, qu'on pourrait y retourner 10 fois sans jamais faire la même chose, mais avec toujours la même furieuse envie d'y retourner. Donc même si c'est pas votre premier voyage au Népal, mais que vous avez jamais fait la vallée de Tsum, vous serez pas déçus, c'est sûr. La vallée de Tsum, elle se situe, dans la vallée, près du Manaslu. En fait, on est un petit peu plus à l'ouest de disons de Katmandou. J'ai peut-être une autre carte, hein, je vais essayer de regarder, dans mes souvenirs, mais donc elle est un petit peu plus à l'ouest de Katmandou, nord-ouest de Katmandou, donc il y a Pokhara qui est une des grandes étapes. On finit ce voyage à Pokhara, mais donc la vallée de Tsum, en fait, c'est comme une enclave qu'on voit, qui est vraiment à la frontière là avec le Tibet et juste, sur la gauche, en fait, il y a le Manaslu qui fait partie des 8 000 aussi, des 8 000 mètres. Le tour du Manaslu, on l'a souvent offert chez Caravanier. C'est un trek magnifique qu'on a toujours beaucoup, beaucoup aimé, et pris plaisir à offrir. Mais aujourd'hui, le tour du Manaslu, c'est difficile de se réinventer. Il devient de plus en plus populaire aussi. Donc on l'a un petit peu, mis de côté pour faire le tour du Manaslu. Mais par contre, la vallée de Tsum, on y allait comme quelques jours avant de faire le tour du Manaslu pour pouvoir, s'acclimater, pour pouvoir faire comme une première approche. Mais on n'a jamais vraiment exploré
et pourtant elle est vraiment plus grande et plus longue que ce qu'on faisait et très belle, mais on n'avait pas le temps, nécessairement de prolonger notre incursion. Ce qui fait que là, moi quand je suis allée au Népal là au printemps dernier, je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'aller faire un petit tour dans la vallée de Tsum et d'aller voir un peu de plus près ce qui se passait là-bas. Parce que j'avais vraiment le goût d'aller jusqu'au bout dans la vallée et même de prolonger et d'aller, même du côté de Gumbalungdang, en tout cas de près du camp de base du Ganesh Himal, donc d'aller dans un autre bras de vallée et de voir ce qui s'y passait et honnêtement, c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu parce qu'encore une fois, ça a été, des paysages très diversifiés, une culture très forte et en même temps, des belles montagnes parce que c'est pas parce qu'on est plus bas en altitude qu'on voit pas nécessairement de sommets enneigés, au contraire. Donc voilà. Donc sur ce trek-là, on a, une bonne portion de route aussi et là, j'ai mis une image pour, juste représenter, ce que ça pourrait être en cas de mauvaises conditions météo. Ça, c'est vraiment dans le cas extrême, ce que je veux dire, mais ça c'est pas nécessairement représentatif. Mais on a encore une fois une bonne journée de route, d'approche pour pouvoir rejoindre la vallée de Tsum. Les routes du Népal, puis, on le mentionne, j'aime bien le mentionner aussi, puis le dire aux gens, mais c'est très imprévisible. On ne sait jamais vraiment, on donne toujours une estimation, à peu près, 8 heures de route, mais on ne sait jamais vraiment trop quand on va arriver, ni dans quelles conditions. Il faut juste se préparer à une journée de voyage et ouais, ça peut prendre plusieurs formes. Donc bonne journée de route pour rejoindre la vallée de Tsum. Au retour, je vous parlerai de Pokhara, mais on va revenir, en avion également, donc ça sera beaucoup moins, chaotique, disons. On passe, par Jagat, qui est un petit village, à peu près à 500 mètres d'altitude, donc il peut faire vraiment très chaud. C'est un des voyages où on va commencer très bas en altitude, puis monter, comme je disais, à peu près à 4 000, 2 Donc il va faire vraiment très, très chaud quand on est dans les basses vallées. Donc ça, c'est même, quand on y va pourtant dans la saison, qui est la saison idéale, que ce soit au printemps ou à l'automne, ça reste qu'à ces altitudes-là, il peut faire franchement très chaud. Moi, quand j'y suis allée, c'était en avril, en avril, il y a quelques semaines et c'est pas rare que quand j'étais vraiment très bas dans la vallée en altitude, on plafonne autour de 30 degrés à certains moments de la journée, là, en plein midi. À prendre en considération, mais en sachant aussi que plus on monte, plus c'est agréable. On a des très belles forêts de pins, de sapins, tout le long de l'itinéraire qui nous permettent aussi de rester un petit peu plus au frais. Mais voilà. Alors la vallée de Tsum, elle a ouvert il y a pas si longtemps non plus, un peu comme la vallée de Tamé. Ça doit faire à peu près 15-20 ans qu'elle a ouvert ses portes, au tourisme. Donc ça en fait une vallée qui est quand même très peu fréquentée encore aujourd'hui, si on la compare à d'autres vallées comme la région de l'Everest, qui devient vraiment très, très fréquentée. La vallée de Tsum est franchement encore, très préservée du surtourisme. Il y a peu d'hébergements encore qui ont été développés. Il y a pas du tout de route. Ça, c'est un point aussi qui a été, en tout cas moi qui m'a beaucoup, charmée parce que dans le pays Sherpa, dans le voyage que je vous parlais, dont je vous parlais juste avant, le pays Sherpa, il est en constante évolution. Il y a énormément de routes qui commencent à se construire un petit peu partout. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'itinéraire, il est toujours très plaisant. On a toujours nos sentiers pour y marcher. Mais d'ici quelques années, je pense sincèrement que ça risque d'être problématique parce que le développement des routes ne va certainement couper des journées de randonnée. Donc profitons-en maintenant, mais le pays Sherpa change de visage alors que la vallée de Tsum, pour l'instant, il n'y a aucune route qui s'est développée dans la vallée. Pour combien de temps? Je sais pas, parce qu'encore une fois, tout va très vite au Népal. Ça se peut très bien qu'il y ait des routes qui se développent, dans les années, futures là, mais pour l'instant, en tout cas, la vallée est pas dévisagée par les routes et ça, c'est franchement très appréciable. Parce que quand on arrive en bas et qu'on commence à monter dans la vallée, là, on sait qu'il y a pas de transport, on n'entendra aucune auto pendant 10 jours. C'est assez génial. Toujours les ponts népalais, comme, qu'on va croiser puis qu'on va traverser. Et vraiment un écosystème aussi très différent et très varié. Sur ce voyage, on va dormir en lodge tout le temps. Donc là, il y a pas de camping, prévu, sur cet itinéraire, tout simplement parce que, j'ai trouvé les lodges franchement très confortables. On a beau dire souvent que les lodges, ou on peut parfois entendre que les lodges sont pas si confos, qu'on dort mal ou que c'est humide ou bref, tout un paquet d'affaires. Parfois c'est vrai, puis parfois ça l'est pas. Faut juste les essayer puis les comparer et en tout cas, c'est ce que j'ai fait en y allant puis en allant repérer, dans la vallée. J'ai trouvé des hébergements comme ce lodge qui est franchement très mignon, très sympathique
On y dort très bien et donc ce qui fait que tout l'itinéraire, on a pu le construire en ayant toujours des nuits, en lodge, donc sans support, de tente et ce qui nous permet quand même d'aller, vraiment jusqu'au fond de la vallée, jusqu'au fond même, jusqu'au camp de base du Ganesh Himal et donc ce qui reste, franchement très appréciable. Sur ce voyage, vous êtes guidé aussi par un guide, le f népalais, sherpa francophone qui vous accueille qui vous accompagne en fait du début, à la fin, donc en soutien avec une équipe de porteurs évidemment pour vos affaires personnelles. Parce que pour tous nos voyages, que ce soit, l'Everest, que ça soit celui-ci ou le prochain, vous ne portez que votre sac de jour la journée. Donc vraiment juste votre nécessaire, votre essentiel. Le reste des bagages sont portés, par les porteurs ou parfois le soutien de yak quand c'est nécessaire. Mais sinon, vous ne portez seulement votre nécessaire la journée. Donc la vallée de Tsum est habitée, par les Tsumpas qui sont, aussi, descendants, tibétains, ou parfois même qui ont juste migré, du Tibet il y a quelques années et parfois il y a pas si longtemps que ça. Faut dire aussi il y a plusieurs sentiers de randonnée, puis en allant un petit peu plus loin dans la vallée, on les verra, qui reliaient en fait, le Tibet directement en passant des cols à 5 000 mètres. Malheureusement ces sentiers-là ont été fermés, mais en tout cas ces passages de cols, cette frontière-là a été fermée il y a vraiment pas si longtemps que ça. Donc les passages en tout cas, des commerçants, des caravaniers qui allaient, pour, transiter entre les vallées et vendre leurs biens, ne se fait plus vraiment de cette façon-là. Donc les Tsumpas ont longtemps été en communication avec le Tibet pour commercer. Maintenant, ils font plus de commerce avec, les autres ethnies, les autres régions qui sont, limitrophes de la vallée de Tsum. Et ce qui fait qu'ils ont vraiment ils ont leur propre langage aussi, leur propre langue, je veux dire, leur propre langue, le Tsumba. Ils sont de, religion bouddhiste aussi, bouddhiste tibétain. Alors, une grande, grande, grande influence tibétaine, dans cette région. C'est très varié également, on voit vraiment une architecture complètement différente et moi je trouve qu'il y a vraiment, en fait quand j'y étais là, j'avais l'impression de faire un voyage dans le temps. Parce que autant dans la région de l'Everest, le tourisme s'est vraiment développé, ce qui fait que les lodges sont quand même, très récents, bien entretenus, les villages sont parfois juste des villages de lodge, donc il y a quand même bref, c'est pas toujours, très, très, il y a pas de cachet ou quelque chose de très, très authentique, disons dans certains villages et là je parle pas de tous les villages, mais certains, alors que dans la vallée de Tsum, c'est vraiment ça là, c'est des petits villages de pierre, c'est des villages ultra charmants, il y a les gens font encore, de l'agriculture, ils travaillent dans les champs, on les voit en permanence. J'ai vraiment eu, cette sensation de remonter quelques siècles quasiment parfois pour certains villages là où tu as l'impression qu'il y a rien qui a changé, ça reste, ouais, inchangé depuis un bout. Des monastères vraiment très vieux, je pense que je suis rarement rentrée dans des monastères qui dataient, de ces époques-là et donc honnêtement, le volet culturel est franchement très, très intéressant parce qu'il y a vraiment plein de choses des grands monastères à voir comme le Mugampa, le Gumpa Longdang qu'on va voir près du Ganesh Himal. Il y a également un monastère assez inédit, qu'on va aller visiter qui est dans une grotte. Donc il y a vraiment des très beaux points. On monte progressivement, donc la plupart du trek, on va être entre 1 000 et 4 000 mètres. Donc on peut être dans des forêts, de sapins, de pins, de rhododendrons avec des fleurs partout et bam, on arrive un peu plus haut et là on voit, les super belles montagnes, de 7 000 mètres, dont le massif du Ganesh Himal qui est à peu près à 7 400 mètres. Donc pour ceux qui s'inquiètent de ne pas voir de montagnes enneigées ou de ne pas voir suffisamment de montagnes parce qu'on reste dans une vallée un peu, une grande vallée, c'est pas le cas. Je vous assure qu'on voit vraiment beaucoup plus de montagnes qu'on l'imagine. Même moi, j'ai été très surprise et on en voit vraiment, tout au long de l'itinéraire. L'exemple, on est accueillis dans un monastère, on va dormir aussi, dans 2 monastères sur cet itinéraire. Ce qui va vraiment créer, je trouve, une expérience assez inédite. C'est pas souvent qu'on arrive à dormir dans des monastères. Là, on dort dans 2 monastères différents avec tous les 2 des vues franchement spectaculaires sur les montagnes, qui vont vraiment nous permettre, de vivre une expérience assez exclusive. Donc j'étais très heureuse d'avoir eu la chance de les rencontrer et ouais, effectivement, le genre de moment, qu'on croise, très régulièrement, dans la vallée de Tsum.
Alors voilà, ensuite on termine le trek dans la vallée de Soum. L'autre chose que je voulais mentionner aussi concernant la vallée, c'est que, étant donné que c'est une vallée, mais la vallée est franchement très large quand même, on fait comme un aller-retour dans la vallée. Mais ce qui est le fun quand même dans cette vallée-là, c'est que les deux versants de la vallée, on peut les rejoindre. Donc quand on y va à l'aller, on ne prend pas nécessairement le même chemin au retour. Ce qui nous offre une belle diversité, on passe pas par les mêmes villages, parfois on n'a même pas les mêmes points de vue. Donc pas d'inquiétude non plus sur la redondance des paysages, parce que c'est pas juste un aller-retour en passant par les mêmes chemins, au contraire. Quand on termine le trek, on va aller direction Pokhara, qui est une ville qui est un petit peu plus à l'ouest, un peu plus au sud aussi, près du lac Fewa. Puis à ce moment-là, on va vraiment avoir une vue un peu plus sur le massif des Annapurna. Hem, Franchement sympathique. Le repère des hippies il y a encore quelques années, ce qui donne vraiment une vibe assez particulière à Pokhara. On retrouve tout le confort, petit, hébergement, les restaurants, il y a énormément de clubs de yoga, bref, il y a plein de choses aussi qui se passent. C'est très, très vivant à Pokhara, mais toujours avec une sorte de petite ambiance, très sympathique et très relax, donc pour terminer, ce trek-là. Et de Pokhara, on va prendre un avion, un vol, direction Katmandou pour terminer le voyage. Alors voilà, pour la vallée de Tsum. Je poursuis avec le dernier itinéraire, de trek qui est notre voyage, même chose, petit nouveau de cette année. On avait vraiment le goût de proposer un voyage, d'exception en disant qu'on a les 2 voyages signatures là, l'Everest par la vallée de Tamé puis la vallée de Tsum. Et ce voyage-là s'inscrit dans une volonté peut-être d'en faire des voyages, des voyages d'exception. Donc c'est pas dit que c'est un voyage qui va se faire chaque année, peut-être à chaque 2 ans ou peut-être pas, je sais pas. On verra à quel point, il y a de l'engouement puis, on l'aime ou à quel point on découvre encore autre chose. Mais comme je le disais, au Népal, les vallées changent de visage très rapidement. Le développement des routes, en tout cas ça commence à quadriller un peu le paysage, en Himalaya, ce qui est de plus en plus difficile, je trouve, de trouver vraiment des vallées moins fréquentées, qui offrent vraiment quelque chose, une expérience, qu'on recherche quand on est en montagne, d'isolement, vraiment une expérience, unique. Et cette région-là fait vraiment, vraiment partie de ces régions encore qui nous permettent d'avoir ce feeling-là, d'être complètement isolé, puis d'être dans un environnement encore, considéré, sauvage, lointain, isolé. Donc on va direction l'est du Népal, encore une fois à la frontière du Tibet, mais complètement à l'est, pour, débuter notre trek près du Kanchenjunga, pour rejoindre ensuite le Makalu, en passant par le col du Lumba Sumba à 5 100 mètres à peu près. Donc on est aussi sur un petit peu plus long voyage. Là, on va être, sur un niveau semblable, au voyage dans l'Everest. Donc on est sur un niveau exigeant, niveau 4. On parle d'un voyage de 26 jours. Au total, de Montréal à Montréal et je pense que c'est 15-16 jours de marche, au total. Ce qui nous permet aussi d'avoir une très belle diversité de paysages. Ce voyage-là, ça serait une grande première là pour Caravanier. On connaît très bien ces 2 régions, en fait. On a longtemps proposé le tour du Kanchenjunga. On a aussi fait, dans le passé une traversée, du Makalu, même jusqu'à l'Everest. Donc on connaît bien ces 2 régions, mais finalement, on n'a jamais proposé avant de voyage qui reliait, ces 2 vallées-là, en passant par ce col, assez, mythique du Lumba-Sumba qui était, emprunté, pendant longtemps par, les caravanes, de yaks et de commerçants qui transitaient aussi en direction ou, depuis le Tibet. Donc il y a vraiment un volet aussi historique très, très intéressant là-dedans. Il y a une biodiversité qui est franchement unique parce qu'on est dans la réserve, naturelle du Makalu Barun et le parc national du Kanchenjunga, tous les 2 qui sont classés, qui sont protégés, des aires protégées. Il y a une biodiversité qui est unique, comme je disais et on va encore une fois y aller très progressivement en termes, d'altitude. Donc on va commencer relativement en bas, près de la région du Kanchenjunga, autour de 1 000-1 500 mètres. Il peut faire chaud, on peut être dans une forêt, subtropicale avant de monter, vers des prairies alpines, puis ensuite de rejoindre des glaciers et des montagnes, enneigées, puis une haute altitude, parce qu'on va quand même jusqu'à 5 000 mètres à peu près. Donc vraiment, en l'espace de 15-16 jours, on peut sincèrement avoir un très, très grand aperçu de plusieurs paysages, plusieurs écosystèmes qu'on retrouve, au Népal. Donc unique en son genre. Donc on va débuter, dans la région du Kanchenjunga. Pour rappel aussi, Kanchenjunga,
et Makalu, qui sont tous les 2 des sommets, emblématiques, sommets mythiques autour de 8 500 mètres. Le 5e et le 3e, plus haut sommet, en Himalaya, donc vraiment, impressionnant, dans les 2 cas. On passe, il y a des traverses de rivières, il y a des gorges encaissées, des canyons. On est dans une forêt comme on le voit là, ça peut être très, très verdoyant. On passe par des petits villages, là on retrouve un petit peu l'architecture pierre. On a, plusieurs ethnies aussi qu'on va croiser, dans ces régions-là. Donc il y a l'ethnie Sherpa qu'on va recroiser, Limbu qu'on va croiser, Rai aussi qu'on va croiser, ce qui donne vraiment aussi une autre couleur, une autre ambiance parce qu'on peut passer par, plusieurs villages avec, différentes couleurs. Donc, un volet culturel qui est aussi très intéressant. Même chose, les monastères, les stupas font toujours partie du décor. On est aussi dans un environnement, un environnement, je veux dire, une culture tibétaine avec comme religion le bouddhisme toujours. Même si plusieurs des ethnies qui sont dans la région ont aussi une spiritualité, un côté animiste, donc avec vraiment une croyance envers l'environnement, les montagnes, les forêts, les rivières, etc. Ce qui donne aussi un volet très spirituel. Un peu comme dans la vallée de Tsum, c'est une spiritualité que j'ai beaucoup retrouvée dans la vallée de Tsum et qui était très intéressante. Un voyage, comme je disais, assez exigeant. Ce voyage-là, il va être par contre exclusivement en camping. On n'a pas du tout de nuit en lodge, donc on dort en tente tout le long. On a une grande équipe locale qui nous accompagne. Vous êtes aussi accompagné par un guide caravanier francophone qui part d'ici, donc plus toute l'équipe locale de soutien sur place. Alors voilà pour cet itinéraire-là. À savoir aussi que ce voyage-là, il demande une logistique vraiment complexe et particulière. On est beaucoup plus loin, donc rien que déjà pour rejoindre la région, on parle de, plus d'une journée de route avec un petit vol interne à l'aller et même chose au retour. Donc ça prend un autre vol interne plus une portion de route plus un vol interne, ce que je veux dire. On est dans 2 parcs nationaux, il y a quand même une logistique plus complexe qui fait aussi que c'est un voyage qui requiert un petit peu plus et qui explique aussi, qui justifie, disons, peut-être la différence de prix, que vous pourrez noter. Mais bon, ça en tout cas, en général, quand c'est complexe, c'est que ça veut dire que c'est justement plus isolé, plus difficile d'accès et que, la récompense est d'autant plus, méritée. Là, on voit l'ascension, par exemple, du col, du Lumba-Sumba qui est à 5 100 mètres. Donc c'est une des journées les plus exigeantes. Savoir aussi que dans l'itinéraire, on propose, d'aller jusqu'au camp de base nord du Kanchenjunga qui est aussi, environ à 5000, plus de 5 000 mètres. Donc ça fait quand même 2 bonnes journées. On a un autre col à 4008 à passer dans le voyage, ce qui fait qu'on a quand même plusieurs, petits cols comme ça, à passer, tout au long de ces journées de trek, qui nous amènent évidemment à avoir des paysages spectaculaires parce que quand on est en haut du Lumba-Sumba, beh, là, on a un point de vue hallucinant sur le Makalu, le Kanchenjunga et d'autres sommets de 7 000 mètres qui nous accompagnent. Si la vue est vraiment bonne, on pourrait peut-être même voir l'Everest au loin, donc très, très belle récompense quand on arrive en haut. Là, on voit le Makalu, qui est une des montagnes, en tout cas une des plus belles, qu'on retrouve, dans la région. Alors, puis typiquement, le genre de petit village qu'on croise aussi au pied des montagnes, donc toujours dans cette même ambiance-là. Alors, je vous invite vraiment à regarder sur notre site. Les dates pour 2026 ne sont pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder. Je devrais mettre les dates, d'ici le mois de la fin du mois de juin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, s'il y a quoi que ce soit, des questions, tiens, c'est le temps, c'est justement le temps des questions. Donc je vais aller regarder tout de suite, voir s'il y en avait à ce moment-là. Hop. OK, donc là, normalement, j'arrête si je laisse le partage, hein, supposément, vous voyez toujours mon écran. Parfait. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des questions, c'est le moment. Sinon, je vous invite vraiment à m'appeler ou à prendre rendez-vous à nos bureaux. Moi, ça me fait toujours plaisir de sortir les cartes, puis vraiment de vous montrer ça un peu plus en détail. Là, ça a été vraiment survolé pour vous donner l'esprit. Mais voilà, sinon, les informations en ligne, comme je disais, des dates, et cetera, vont arriver sous peu pour 2026. Cette année, il reste encore de la place pour la vallée de Tsum qui est confirmée cet automne et la vallée de Tamé qui part aussi en octobre. Il reste seulement 2 places. Puis sinon, après ça, ça va aller pour le printemps et l'automne prochain.
Bah, merci, Sylvain. Alors, bah, j'espère que ça vous a plu. Mais encore une fois, je reste là une minute ou deux si besoin. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Je sais que c'est un gros morceau, le Népal, puisqu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'informations. Mais si ça, en tout cas, si ça a pu vous inspirer un peu et vous donner envie, tant mieux. Alors, bah, je vous souhaite une bonne soirée. S'il n'y a pas d'autres questions, puis au plaisir.